Elle s'occupe de ces questions-là aussi à la Commission nationale santé du parti. Je pense que c'est un sujet important qu'on a là parce qu'il est d'actualité. Il est d'actualité parce que vous avez pu l'entendre ces derniers jours, on parle d'une santé intégrale, d'une santé, d'une grande sécu, on nous parle de 100%, on ne parle pas encore de 100% sécu, ce qui est notre proposition, mais on voit bien que là, on a commencé par percer le mur du silence. Je dis bien le mur du silence parce que jusqu'à il y a encore peu de temps, quand on disait 100% sécu, on était des utopistes. On apparaissait comme des gens qui n'avaient pas du tout idée de ce qu'est la réalité économique, sociale de notre pays. On nous comparait à d'autres pays et de surcroît, je dirais, on nous disait en même temps, de toutes les manières, qu'est-ce que vous allez faire des mutuelles. On s'aperçoit que dans l'état actuel des choses, ce que nous propose la haute autorité de l'assurance maladie, qui a fait ses propositions, elle ne s'embarrasse pas de ce genre de questions. Elle ne s'embarrasse pas et elle le fait parce qu'aujourd'hui, il y a de telles inégalités que ça devient trop criant. Et ces inégalités touchent tout particulièrement les personnes âgées. Elles sont aujourd'hui celles et ceux qui payent le plus lourd tribut, si je puis dire en ce moment, de participation financière, à la fois pour eux-mêmes, puisqu'ils ont déjà payé pour être personnes âgées. Ça a commencé avec la vignette en 1956, ça a continué avec la CSG, où je vous en passe tout ce qui a été créé depuis. Et puis aujourd'hui, maintenant, on nous dit non, c'est les personnes âgées qui doivent payer pour les jeunes. Et donc on se retrouve pris, nous personnes âgées, parce que j'en fais partie maintenant, dans cette démarche qui est de payer pour tout le monde. On paye pour soi-même, on paye pour les jeunes, on paye pour les moins jeunes. Et de fait, qui ne paye pas? C'est le patronat. Ce sont les employeurs, ce sont aujourd'hui celles et ceux à qui on exonère. Aujourd'hui, il y a 75 milliards d'exonération d'impôts. 75 milliards d'exonération d'impôts, auxquels il faut ajouter les 75 milliards qu'il faut payer à la Sécu, de la part de l'État, pour compenser, en théorie, parce qu'il ne compense pas jamais totalement, mais pour compenser ces 75 milliards. Ce qui fait 150 milliards qui aujourd'hui ne sont pas dans les moyens de la nation. C'est-à-dire que la nation aujourd'hui pourrait compter, cash sur la table, sans rien faire, 150 milliards. Puisque l'État est capable de sortir 75 milliards et que, dans le même temps, on s'est privé, si je puis dire, puisque finalement il y a eu des votes, notre pays reste encore un pays démocratique, les gens ont voté pour un gouvernement qui empêche les patrons, on les empêche vraiment, je dis pas qu'ils ont envie vraiment de payer, mais on leur dit vous ne payez pas. Donc voilà, c'est cadeau. Et dans ce contexte-là, on se dit comment peut-on sortir de cette situation? Et est-ce qu'il est nécessaire de sortir? Juste un mot d'abord, pour dire que dans la crise de la pandémie que nous avons vécue, s'il y a une chose qu'on a pu voir d'une manière très forte, c'est la crise du système de santé, à quel point elle était grave. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus, parce qu'ils ne peuvent plus cacher, ne peuvent plus mettre ni dans un placard, ni sous le tapis, les problèmes réels que nous fréquentons en matière de système de santé, et notamment dans tout ce qui est établissement de santé, santé publique, etc. C'est vrai pour les EHPAD, c'est vrai pour toutes les structures de perte d'autonomie, d'une manière générale, c'est vrai bien sûr pour l'hôpital public, que l'on a dépecé, puisqu'on est à moins 20% de lits et de services, et là c'est pas nous qui le disons, le Parti communiste, c'est des autres autorités de la santé et de l'État. Donc on est devant cette situation-là où aujourd'hui, de ce fait, ceux qui ont payé le plus lourd prix à la Covid-19, ce sont les personnes âgées. Ils représentent plus de 85% des décès. 85% des décès. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de moyens. Manque de moyens humains, manque de moyens en matériel. On l'a vu avec ce qui manquait, les gels, les machins, mais il n'y a pas que ça. C'est toutes les EHPAD, et c'est dans les EHPAD, les personnels aujourd'hui qui fuient les structures. Ils fuient parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont débordés, ils sont épuisés, et ils n'arrêtent pas de le dire. Il suffit de lire, pas seulement l'UMA, vous pouvez lire Libé, vous pouvez lire même les Échos. Tous ces journaux aujourd'hui sont obligés de mettre en avant, alors je ne parle pas de l'UMA qui le fait régulièrement, mais tous ces journaux qui n'ont pas l'habitude de parler de ce vécu des personnels de santé, des personnels
du médico-social, parce qu'il n'y a pas que la santé, il y a tout le personnel médico-social. Alors, qu'est-ce qui nous manque en réalité? Sachant qu'il va y avoir 4 fois plus, tu disais tout à l'heure que ça va augmenter, c'est 4 fois plus de personnes de plus de 85 ans d'ici 2050. On va vers une croissance phénoménale du nombre de personnes qui vont se retrouver. Et dans le même temps, on réduit le nombre d'EHPAD publics, parce que, parlons de quoi on parle. Nous ne parlons pas bien sûr des EHPAD privés où les gens peuvent mettre jusqu'à 4 500 € par mois pour rentrer dans une structure de cette nature-là. Mais dans les EHPAD publics, il y a aujourd'hui un manque réel de lits et d'établissements. Mais comment on fait pour répondre si en même temps on a diminué de près de 20% aussi le nombre de lits SLD, c'est-à-dire de soins de longue durée, les lits de SSR, c'est-à-dire de soins de suite et de réanimation, qui sont tous des lits qui sont des fois dans des moments difficiles où on peut se retrouver avec personnes âgées et qu'on a bien vu pendant la Covid, dont on a besoin notamment en matière de réanimation. Donc comment faire si nous n'avons pas un vrai service public de l'autonomie? Un vrai service public de l'autonomie avec y compris des personnels qui sont payés et rémunérés de bonne manière. Le Ségur est une plaisanterie. Certes, c'est toujours un plus, mais ça ne répond absolument pas, le plan Ségur, à ce que demandaient les personnels. La preuve en est, 17% des aides à domicile vivent sous le seuil de pauvreté. Et parmi ces personnes-là, 90% sont des femmes qui travaillent souvent à temps partiel, avec des minima sociaux dans les conventions collectives largement inférieurs au SMIC. Donc voilà le contexte, un contexte qui est aujourd'hui très défavorable. Et quand on parle d'EHPAD, il faut bien se dire que nous parlons d'une perte d'autonomie. Parce que cette perte d'autonomie, elle nous pose quoi? Elle nous pose le problème du droit à l'autonomie. Et oui, aujourd'hui, il nous semble que tout le monde a droit à l'autonomie. Tout le monde a droit à l'autonomie, et quand on dit autonomie, qu'on se comprenne bien, bien sûr, ici on est en train de parler de l'EHPAD, donc du vieillissement, mais ça va au-delà du vieillissement. Mais quand on parle d'autonomie, et quand on parle de pôle public de l'autonomie, ce que nous demandons, avec des services nationaux et des services, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons un financement pérenne. Et un financement pérenne ne peut pas être dépendant des ressources de l'État ou des familles. Un dépendant pérenne, ça veut dire qu'il faut que ça repose sur un budget qui est celui des cotisations sociales, le budget de la sécurité sociale. Si nous avons un budget qui est en permanence dépendant, et c'est tout le problème aujourd'hui de la sécurité sociale, dépendant de la fiscalisation et non pas de la cotisation sociale, ça veut dire qu'il est dépendant des majorités à l'échelle de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est plutôt bon, et alors ça va mieux, c'est plutôt moins bon, et ça va moins bien. Ça ne peut pas être un budget pérenne. Quand on est personnes âgées, ça n'est pas une personne qui est pérenne, qui est, comment dire, labile, qui s'en va ou qui revient. Elle est là tout le temps. Qui est une assemblée nationale de gauche ou de droite, la personne âgée, elle est là. Elle a besoin de moyens de la même manière. Et donc il faut répondre de cette manière-là. C'est pour ça que nous prononçons, nous, pour que ce budget de la perte d'autonomie soit pas, et de l'autonomie d'une manière générale plutôt, soit pas un budget qui soit dépendant de l'État et de la fiscalisation, mais bien un budget qui dépend de la sécurité sociale. Et de ce point de vue-là, nous sommes, nous, effectivement, pour le 100% sécu. 100% sécu, attention, souvent on pense 100% sécu, ça veut dire 100% de l'assurance maladie, des remboursements assurance maladie. Il faut savoir que la sécurité sociale, c'est 4 branches. C'est pas seulement la branche maladie, il y a la branche vieillesse, il y a la branche des risques d'accident de travail, etc., la branche famille. Donc ces branches-là, elles avaient été conçues à l'époque de Croizat, le ministre communiste qui a mis en place la sécurité sociale, pour être unique. C'était l'unicité. Il y avait la notion d'universalité et il y avait la notion d'unicité. Et la notion, bien sûr, de solidarité et d'égalité. Et cette notion d'unicité, ils l'ont détruite. C'est-à-dire qu'ils ont séparé les branches. Et c'est pour ça que nous sommes contre la 5e branche. Nous sommes contre la 5e branche. Pourquoi? Pas seulement parce que le gouvernement en a fait une branche quasiment à totalité fiscalisée. 90% c'est la CSG de cette branche. Le reste, c'est un petit peu 6% de patronat, etc. Mais c'est-à-dire, c'est nous qui la payons.
Est-ce que c'est normal que ce soit nous qui payons? Parce que nous avons travaillé quand même pour être arrivé à cet âge-là. On a travaillé toute sa vie. Et c'est parfois très jeune. Et donc, de ce fait, il est tout à fait normal que ce soit l'emploi, le travail, tout au long de la vie, qui paye cette sécurité sociale et donc qui paye ces services de l'autonomie. Donc, cette idée de cinquième branche, elle nous semble non seulement, tu me dis après je dois m'arrêter, elle nous semble non seulement contraire aux intérêts, mais en même temps, elle nous semble dans une situation qui met qui nie la dimension santé aussi des problèmes de l'autonomie. Tu as parlé d'Alzheimer tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'autre chose qu'une maladie? Ça n'est pas quelque chose qui est un accident de la route. C'est bien ou c'est la route de la vie, mais c'est pas quelque chose qui a trait à autre chose que la maladie. Donc, il nous semble que, y compris quand on parle d'EHPAD, financer les EHPAD, aujourd'hui, ce ne sont pas des financements qui doivent reposer essentiellement sur les collectivités. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui payent les EHPAD, aujourd'hui, ce sont les collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales, on leur retire de plus en plus d'argent et on leur met de plus en plus, et notamment les départements à qui on a mis l'APA sur le dos et le RSA, etc., etc. Donc il y a aujourd'hui véritablement besoin de repenser ça. Alors il faut le repenser, pourquoi? D'abord parce qu'on a besoin de plus d'emplois. Il faut, nous demandons, non pas les 10 000 emplois que nous a octroyés dans le PLFSS royalement le gouvernement, en disant « Ah oui, c'est vrai, il y a des besoins. Allez, on va vous donner 10 000 emplois. » Nous, on pense que c'est 100 000 emplois sur 3 ans, pendant 3 ans, 100 000 emplois par an qu'il faut. 100 000 emplois pour répondre à la fois aux besoins de ces établissements, pour aller dans l'esprit, un résident, un salarié. C'est cette logique-là qui nous semble important. Et on le voit bien pour ceux qui ont pu fréquenter, pas forcément personnellement, mais à travers d'autres personnes, les EHPAD, que c'est indispensable. Sinon, c'est l'épuisement de ces personnes. Ils courent, on les minute sur la manière de faire des soins, etc., des toilettes, etc. Ça n'est pas normal, cette logique-là. Elle est inhumaine. Et il n'est pas normal qu'arrivé à la fin de sa vie, on ne soit traité d'une manière inhumaine, pas plus qu'au début de sa vie. C'est tout au long de sa vie. Et c'est ça la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est d'être pris en charge tout au long de sa vie. Ça doit commencer avant la naissance, avec tout ce qui est la période prénatale, qui va jusqu'au décès. Et c'est toute cette période-là qui doit être prise en charge. C'était ça l'esprit de la sécurité sociale. Et c'est cet esprit-là. Ou alors il faut, oui, plus d'emplois. Il faut un plan de formation et une création de filières gériatriques. Un plan de formation parce qu'il faut véritablement former de haut niveau ces personnels. Il faut leur donner les moyens. Il faut la titularisation de ces personnels contractuels. Il faut leur donner des droits sociaux à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils puissent intervenir. Vous savez que nous sommes sur la sécurité d'emploi et de formation, nous sommes pour cette logique-là. Et puis il faut des moyens à l'investissement, je vais conclure, il faut des moyens à l'investissement comme la modernisation, l'adaptation des logements, la création d'EHPAD, et puis que l'on abonde encore en l'ISLD, ça nous semble insuffisant, et que l'on ait des services publics à domicile. Juste un mot pour les services publics à domicile. Aujourd'hui, le gouvernement leur donne royalement, depuis peu, 22 € heure. Nous, en 2014, Dominique Vatrin, sénateur à l'époque, qui est en charge de ces questions-là au Sénat, réclamait 25 € de l'heure. 2014, 25 € de l'heure. 2021, le gouvernement propose 22 € de l'heure. Vous voyez la problématique. Voilà, peut-être que dans la discussion, on pourra revenir, parce que j'avais, comme vous avez pu vous pouvez voir, des tas de chiffres et des tas de choses, mais j'ai essayé d'aller vers l'essentiel. Oui, aujourd'hui, la sécurité sociale, elle est indispensable, elle doit être à 100%, mais pas à 100% sur la base de ce que nous dit cette haute autorité. C'est un premier pas, mais il faut qu'elle aille plus loin. C'est sur la base de la cotisation et c'est sur la base où les exonérations soient terminées. Oui, bon, vous entendez?